sais qu'ils vont me tuer. J'exige un avocat. Ah, bravo. Moi, je vais crever. On ne m'envoie qu'une sale petite frappe. Et pourquoi est-elle là? Prostitution. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas bien, toi et moi. Bien sûr, c'est pas l'amour fou, mais on va faire un petit voyage. Tu as le choix, ou me suivre gentiment, ou alors me faire des emmerdes. En tout cas, j'annonce la couleur. Tu fais ton cirque, je te passe les menottes. Tu ouvres ta gueule, je te baïonne, tu tentes de fuir, je te flingue. Je m'appelle Choclet, on a un avion à prendre, alors viens, on y va. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir, mardi 22 mars, 19h, 20h, en attendant Godard sur Radio Campus Rennes, saison 8, épisode 24. Je suis d'une certaine façon très en avant sur les choses, et d'une certaine façon très en retrait. Une part de moi a 20 ans d'avance sur la culture d'aujourd'hui, une autre a 20 ans de retard. Dixit, Michael Cimino. Jean-Baptiste Auré enchaîne « Comment ne pas entendre ici l'écho du prince Salina reconnaissant dans le roman de Lampedusa appartenir à une génération malheureuse, à un cheval entre les temps anciens et les nouveaux, et qui se trouve mal à l'aise dans les deux. Une part de l'originalité du cinéma de Cimino, sa puissance aussi, tient dans ce mélange d'idéalisme et de mélancolie, fort des Visconti, un démocratisme aristocratique pour lequel il a même érigé un monument, la Porte du Paradis, qu'il a transformé en tombeau somptueux. Ni en 1980, ni même peut-être aujourd'hui, l'Amérique ne pouvait entendre ce que Cimino et James Averill avaient à lui dire. La critique la plus implacable jamais produite de l'un des mythes fondateurs de la nation, l'impossible alliance du peuple et des élites anglaises, l'exploitation éternelle des premiers par les seconds, le sort peu enviable des immigrants venus d'Europe de l'Est, la lutte des classes bien sûr, en lieu et place de la pastorale promise, et le fantôme de Marx passé des terres viscontiennes à celles du Wyoming. Voilà, c'était un extrait du livre de Jean-Baptiste Auré, Michael Cimino, Les voies perdues de l'Amérique. Vous l'aviez compris avec l'émission de la semaine précédente, qui était une mixtape donc, sur l'Americana. Cette semaine, il va s'agir d'une émission spéciale autour du cinéma de Michael Cimino, consacrée à son cinéma, puisqu'est sorti chez Carlotta un coffret DVD, Blu-ray, livre donc, de l'année du dragon, le film de 1985 de Michael Cimino. Que vous pouvez voir chez vous, je vous le montre. Voilà, que Thomas est en train de nous montrer en direct. Et donc, il y a aussi un DVD Blu-ray de Desperate Hours, La Maison des Otages, de Michael Cimino, qui sort également. Donc, c'était l'occasion de faire une émission spéciale. Mathieu, tu es là? Oui, Erwan est avec nous. Thomas. Salut Kids. Et le jeune Thibaut que nous avons invité pour son anniversaire, qui aura le droit de parler ce soir. Voilà. Salut à tous. Lisa Ryder de la pensée critique qui est avec nous. C'est vrai. Égal à la technique. Exactement. En attendant Godard, vous êtes sur Radio Campus Rennes. Thomas, on vient d'écouter donc le thème. Le thème de l'année du dragon qui vient de ressortir en Blu-ray dans leur édition Supra Mega Collector. Ultra Collector chez Carlotta après le coffret Body Double à l'automne. Donc c'est l'occasion de parler de Michael Cimino et de son cinéma, qui est un cinéaste qu'on aime tous beaucoup ici, qui a été je pense assez fondateur de notre cinéphilie, qui a été très longtemps, on va dire, méprisé dans son pays d'origine, en tout cas après, avec La Porte du Paradis et les films qui ont suivi, après avoir été célébré en grande pompe pour Le Voyage au bout de l'enfer, qui avait ramassé une palanquée d'Oscars. En France, il a toujours été plus ou moins assez bien considéré, mais sans être non plus ultra célébré, voire à un moment, il était même carrément tombé dans l'oubli, puisque ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait de film pour le cinéma, voire même de film tout court, à part un court-métrage pour l'anthologie pour les films de Cannes. Exact. Donc il a, en 20 ans de carrière, il a fait 7 longs métrages et après 20 ans sans tourner, après avoir eu plusieurs projets différents. Et pour aller dans ton sens, c'est qu'à la fois il y a quand même beaucoup de scénarios pour les autres et aussi des projets fantômes, mais énormément de projets fantômes. Voilà. La condition humaine, par La exemple. condition humaine de Malraux, qu'il essaie toujours de monter, un film sur le Tour de France. Ouais, ça, donc effectivement, tu disais Michael Cimino. Michael Cimino a commencé en tant que scénariste en écrivant son premier film en tant que scénariste, c'était le Silent Running de Douglas Trumbull. Et après, il avait coécrit avec John Milius Magnum Force, donc le deuxième épisode
de l'inspecteur Harry. Donc on va dire qu'il commençait quand même sur de bases assez solides. Donc en écrivant un chef-d'œuvre de la science-fiction minimaliste et après en écrivant le deuxième opus Maxi Mouse avec le meilleur scénariste des années 70. Donc effectivement, il commençait assez bien ce cinéma-là. Puis en plus, qui est une... Pile dans le nouvel Hollywood qui débutait. Magnum Force, c'est un peu pas une récupération Mathieu. au sens négatif, mais un dérapage contrôlé de la série Inspecteur Harry, Ah oui. qui était quand même considérée comme une pourriture fasciste et qui a réussi à mettre toute l'ambiguïté qui est restée après associée à... Ouais, ce qui du coup assez fascinant, c'était de voir la collaboration entre Milius et Cimino, qui a priori seraient des cinéastes assez différents dans la manière dont ils gèrent leur mise en scène et dans l'esprit, même s'ils se retrouvent sur de bien nombreux points, notamment sur la vision de l'Amérique et sur les mythes américains et comment les déconstruire. Et une passion commune pour John Ford. Voilà, clairement. pour Ford et pour Kurosawa, qui se voit clairement dans leurs films et dans la manière dont ils pensent l'espace. Et donc après ça, il a eu l'opportunité de diriger son premier film, donc Le Canardeur, Thunderbolt and Lightfoot, avec Clint Eastwood et Jeff Bridges, donc qui était plutôt un film de commande, qui était un... Parce qu'après John Ford, il y a Clint Eastwood comme figure. Ouais. C'est ça. Il est littéralement son parrain, puisque il lui a mis le pied à l'étrier pour ce film, Tout à Le fait, Canardeur en Mathieu. français. Voilà, Le Canardeur. Et Cimino est souvent revenu sur ses relations avec Eastwood, comme si c'était vraiment son mentor, qui lui a appris plein de choses, à la fois sur la manière de diriger un plateau, de diriger ses acteurs et de penser l'espace. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans son cinéma, même si à l'époque Eastwood n'avait pas dirigé encore beaucoup de films. Est-ce que c'était en 74 ou en 76, je crois? Je sais plus. Et exactement Plain si c'est for Me, 67. c'est 72. 72. Ouais. Donc s'il avait, du coup, il devait avoir fait 2 films. Parce qu'il Ouais, a fait L'Homme des Hautes Plaines aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était pas non plus le cinéaste installé qu'il est maintenant. Ouais, mais C'était la star. C'est la dimension aussi autodidacte de Cimino en termes de mise en scène et de réalisation qui est hyper importante et qui, du coup, s'il a appris au contact de Clint Eastwood, c'est quasiment son maître. Parce que là, on est dans les années 70, en pratique. 78, Voyage au bout de l'enfer. Mais avant de parler de Voyage au bout de l'enfer, on va en 1985 et là, Michael Cimino travaille au scénario avec quelqu'un d'autre, un autre cinéaste aussi scénariste, Oliver Stone. Pour l'année du Oliver dragon. Stone, qui lui était un ancien du Vietnam, qui à l'époque n'avait pas encore réalisé Platoon, mais qui avait écrit d'autres films, dont notamment Le Conan le Barbare de Milius, même s'il était largement remanié, et Le Scarface de Brian De Palma. Donc, où déjà à l'époque, Oliver Stone se prenait des sauts de merde sur la gueule, il était traité de fasciste de toutes parts, car il pensait comme étant quelqu'un de réellement raciste et de réactionnaire. Il avait déjà fait quelques longs métrages, mais il n'était pas encore devenu le superstar d'Hollywood par la suite il allait devenir. Et il y a un roman aussi de Robert Daley à l'origine de l'année du dragon. Qui était un journaliste du Times, je crois, donc qui avait écrit un livre sur les mafias chinoises en Amérique, qui était quelque chose qui était assez peu connu et qui était assez peu traité. Voilà, c'est ça, un correspondant. Et donc, en se basant sur cette grosse base documentaire, Michael Cimino avait fait l'année du dragon en remaniant considérablement le livre, qu'il trouvait un peu médiocre, voire parfois un peu plus méchant avec Robert Daley, en allant lui-même sur place à Chinatown, en faisant sa propre enquête, en rencontrant des personnages. Il est à la base du Prince de New York aussi. Quoi. Pas mal. Robert Daley. Donc, du coup, j'en étais où oui, son travail sur l'année du dragon, en réécrivant ce film qui, à la base, était une commande de Dino De Laurentiis, le mogul italien qui débarquait à Hollywood. Qui a débarqué à Hollywood au milieu des années 70, avec King Kong 2 notamment, on n'oublie pas, de John Guillermin. Et donc par là, il confie quasiment un budget presque illimité à Cimino pour reconstruire Chinatown entièrement en studio, ce qui a même bluffé Kubrick. Ouais, exact. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel il faudra revenir, c'est le sens du décor de Cimino, ça, en fait. quasiment inégalé. De la démesure du décor et du détail, ce qui, je pense, culmine dans La Porte du Paradis, ce sens à la fois mais épique effectivement, du dans détail. l'année du dragon, une rue de Chinatown, l'anecdote, c'est que Kubrick était persuadé que c'était Chinatown, alors qu'il est, comme le rappelle du coup Chimino, il a vécu à New York pendant dans 40 ans. l'interview de Kubrick, est un pur New-Yorkais, et puis s'il y a quelqu'un qui a l'œil, c'est quand même lui. Donc c'était comme Chimino le dit, le plus beau commentaire qu'on pouvait faire sur son film, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, même dans des films où peut-être on pensait que les décors sont moins importants, puisque c'est plus de décors naturels, comme Voyage au bout de l'enfer, il a une quasi hystérie de la bonne lumière et
et du bon décor qu'il a fait, recoller des feuilles aux arbres, parcourir... peindre de l'herbe aussi. Peindre de l'herbe, parcourir 400 km pour avoir la bonne lumière pour entre deux scènes. Et pour Chinatown, envoyer des gens dans tous les Chinatown du monde. Ou au sein d'une même scène, une même scène de quelques secondes peut être tournée, ou de quelques minutes peut être tournée dans 5 pays différents. Et c'est une sorte de décontraction, enfin en tout cas de décomplexion. Décomplexisation. En tout cas, il est totalement décomplexé, je pense, notamment grâce à son aspect autodidacte, où il s'en fout de plan de tournage. En fait, il veut un plan, et il va tout faire pour l'obtenir. C'est étrange, un cinéaste qui a des manières de tourner qui sont absolument pas conventionnelles, alors que lui était persuadé qu'il aurait pu faire des films dans le système hollywoodien des années 50, qui était un système de studio hyper cloisonné, hyper dirigé par les studios, où les réals n'avaient pas forcément une marge de manœuvre assez énorme. C'est une des grandes contradictions. Il a des grosses contradictions dans son rapport à son propre cinéma. C'est-à-dire que, comme tu dis, d'un côté, il est nostalgique et en admiration totale du système des studios. D'un autre côté, on considère qu'il a coulé la United Artists, mais c'est une sorte de maverick dans le cinéma américain, du Nouvel Hollywood, etc. Il est à l'opposé de la dynamique des studios. Et il a plein de contradictions comme ça. C'est un architecte, il a fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique. Mais il a une haine qu'on voit dans tous ses interviews quasiment du storyboard, par exemple. Il supporte ni qu'on lui parle de storyboard, et encore moins qu'on rapporte son travail à de l'art pictural. Ça l'insupporte. Pour lui, il n'y a que les 3 dimensions, il n'y a que le cinéma, et que l'endroit où il va placer sa caméra, alors qu'il tourne, comme il le dit d'ailleurs, qu'avec deux objectifs. Et donc, c'est rigolo. Quelqu'un qui étonnamment en fait n'est pas un chantre du studio en fait. Non. C'est vraiment pas ça, quoi. C'est rigolo parce que ce que tu dis, ça le fait le rapprocher du coup d'un autre cinéaste dont on parle beaucoup de la portée documentaire, c'est William Friedkin. Oui. Sur le tournage dans la rue, parce que Friedkin est un ancien documentariste pour la télé, et qui lui aussi ne faisait aucun storyboard, il supportait pas ça, il disait non mais on enlève toute spontanéité au truc. Pour Cimino, en gros, c'est pour lui c'est du livre de coloriage, c'est idiot de s'enfermer dans... quand tu parlais de deux Mavericks, en fait, Friedkin, Cimino, en fait, dans la façon dont parce que on peut dire que Friedkin, pareil, c'était le nouvel Hollywood, mais il a tourné pour la Warner, avec l'Exorciste et tout ça, donc c'est rigolo, parce que autant... le Carnader, c'est produit par qui? Par Clint. Par Clint, mais bon, c'est par Malpasso? Je sais pas. Non, peut-être pas encore. Mais bon, c'est Clint, c'est sûr. Quand on voit qu'on dit que Cimino c'est le nouvel Hollywood, alors que il a quand même tourné avec peut-être le daron des studios à l'époque. Puis surtout, ce qui est étrange, c'est que c'est un peu une figure majeure du nouvel Hollywood, alors qu'il est totalement à part des autres. Spielberg, ce qu'il a toujours voulu, c'est de rentrer justement dans le système hollywoodien et de faire des films là-dedans. Parce que c'est payé pour les autres. Voilà, c'est ça. Alors que c'était la même chose pour De Palma, il était hyper à l'aise dedans. Lucas, Coppola, même si Coppola a eu aussi la folie des grandeurs qu'il a un peu perdu, mais ils étaient toujours dans la même volonté de faire des films de studio. Le film qui a sifflé la fin du Nouvel Hollywood, donc La Porte du Paradis, 1980. Apocalypse Now en 79. Indiana Jones, c'est en 81. Et Star Wars, c'est en 77. Et c'est La Porte du Paradis a fait les frais de ce timing, quoi. C'est-à-dire que c'était lui finalement peut-être le vrai esprit tout seul du Nouvel Hollywood, et tous les autres ont puis surtout s'il a prospéré. Je pense qu'on pourra revenir après des problèmes qu'il a eu avec durant la sortie de ses films. Mais La Porte du Paradis aussi, il a été extrêmement défoncé parce que c'est un film très très critique sur la création de l'Amérique, sur les mythes américains et sur. Ça c'est encore quelque chose qui l'énerve beaucoup parce qu'il essaye d'avoir un rapport hyper terre à terre. C'est assez amusant, Cimino. En interview, parce qu'il va dire il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai fait que montrer les choses, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je me suis borné à décrire, et c'est là qu'il est marxiste en fait, puisque on pourrait citer la formule de Marx, livrer la honte à la publicité pour la rendre plus honteuse encore. C'est ce qu'il fait en fait, il montre juste c'était ça la guerre de classe au 19e siècle, dans toute son horreur. Et lui il dit non, j'ai pas déconstruit le mythe américain, il n'y a pas de mythe américain, il n'y a pas d'Amérique. C'est marrant parce que tu as pas l'impression que Cimino il est hyper naïf quand il parle. Oui, c'est ça. Il a vraiment une vision innocente. Il a construit aussi intellectuellement une sorte de neutralité totale. Avant de faire marquer une autre pause musicale, donc signaler, on va reparler de l'année du dragon, mais comment on va dire ça,
à la fois le livre qui est avec. Voilà, c'est le livre qui contient le scénario original de La Nuit du Dragon, qui est assez différent du résultat final. Il y a pas mal de scènes qu'on sautait, et pas mal de scènes avec les trafiquants de drogue, en Thaïlande notamment, qui contient des entretiens d'époque avec Chimino, avec Robert Dallet, et avec Mickey Rourke. Mickey Rourke, qui, comme tous les acteurs, n'a rien à dire. Est-ce qu'il contient la véritable réplique finale ? Oui, dans le scénario, oui. Et au début, il y a un court texte d'époque de François Guérif, grand spécialiste du polar en France. Un texte assez intéressant, malgré le fait que c'est assez court. Donc signaler ce livre, donc, dans ce coffret donc, de Carlotta, avec aussi Mathieu a évoqué... il y a un bonus en fait où Cimino en fait parle sur les images, c'est un montage. C'est un montage, en fait, c'est des extraits, je pense les extraits les plus intéressants du commentaire audio qui était paru sur le DVD américain en 2001. D'accord. Ça se voit d'ailleurs de la manière dont c'est découpé et surtout la manière dont il parle des anecdotes, parce qu'il parle beaucoup du 11 septembre qui disait venez d'arriver. Ah oui, ok. Donc, du coup, c'est enregistré en fin 2001, je crois. Citation donc, dans le livre donc, de ce coffret de l'année du dragon. Donc, c'est pour un entretien avec Michael Cimino, donc par les cahiers du cinéma. À la question des cahiers, avez-vous le sentiment d'être le descendant d'une tradition ? Cimino répond « Les trois grands pour moi sont Ford, Kurosawa et Visconti. Et je crois que la grande qualité chez Ford se situe au-delà de la technique. C'est l'émotion qui importe. Je pense que l'œuvre de Ford reste présente, non pas à cause d'une maîtrise formelle supérieure, mais parce que ses films sont faits avec cœur. C'est ce qui compte le plus pour moi et c'est le seul moyen de travailler sans jamais avoir de regrets. Il faut mettre dans un film tout ce qu'on a. On n'est jamais diminué par l'effort, on est seulement diminué quand on n'essaie pas, quand on s'économise. Quand on donne tout ce qu'on a, on ne regrette jamais le travail que l'on a accompli. Les gens me demandent, mais comment avez-vous survécu à Evans Gate ? Il y a une vérité simple, plus on donne, plus on devient fort. Et je crois que Ford survit, Kurosawa survit, Visconti survit, qu'ils continuent à avoir un impact profond à cause de leur qualité de cœur, pas à cause d'un savoir-faire supérieur, mais parce qu'ils ont le cœur at the right place. En attendant, Godard, vous êtes sur Radio Campus Rennes. On vient, Thomas, d'écouter... La valse de La Porte du Paradis, sublime musique de David Mansfield, donc film terrible et ce morceau sublime. De toute façon, on a le droit de dire que La Porte du Paradis, c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Oui. Tu peux le dire, Steven. Vas-y, allez. Je t'autorise comme c'est ton anniversaire. Mais que là. C'est vrai que la prochaine minute, non. Ok, voilà. C'est dit. C'est dit. Peut-être pas trop insister sur La Porte du Paradis parce qu'on en a déjà parlé. Ouais, on peut insister aussi. Mais on peut aussi faire. On peut insister. Et peut-être l'année du dragon parce qu'on n'a jamais trop l'occasion de parler de ce film et là c'est une belle occasion. Qui est pas son film le plus connu, je pense, même s'il n'est pas mésestimé non plus. Non, mais c'est vrai que c'est pas celui qui vient. En comparaison de non, mais il peut former une sorte de trilogie quand même avec Deer Hunter et La Porte du Paradis. C'est les mêmes thèmes qui sont travaillés. C'est les grandes thématiques. C'est souligné d'ailleurs, je crois, dans l'édition. 80 et 85. Il sonne d'une certaine façon comme une suite de Deer Hunter. Bien sûr. Donc avec un personnage, Stanley White, interprété par Mickey Rourke. Un flic d'immigrés polonais, donc Stanley Kowalski, renommé en White pour mieux s'intégrer justement dans la population, qui est un des grands flics, on va dire, un des grands flics de New York, qui est muté dans Chinatown pour mettre fin aux rackets et au trafic. Et donc le personnage de Mickey Rourke se prend pour un cow-boy, il le dit clairement au ponte chinois there's a new marshal in town, donc il veut faire le ménage, il veut mettre un grand coup de pied au cul dans la fourmilière de la mafia chinoise, qui est quelque chose qui apparemment n'existerait pas, qui serait un mythe, un fantasme, parce que c'est un peuple très secret et fourbe, comme tout le monde le sait. Et donc du coup lui... That's racist. Pas du tout, c'est dans le film. Et donc du coup lui, avec l'aide d'une jeune journaliste américano-chinoise, donc il va tenter de mettre ça sur le devant de la scène. Il va évidemment se heurter à la fois à ses collègues flics et à la mafia chinoise pour tomber dans une escalade de violence. Ce qui est hyper intéressant avec ce personnage de Stanley White, c'est que au-delà de son côté nettoyeur, etc., c'est que c'est quelqu'un qui se renseigne énormément et qui a beaucoup de respect pour la culture chinoise, en fait, qui s'informe. On le voit dans le film, il y a des livres chez lui. D'ailleurs, il se fait virer par sa femme. Pourtant, c'est des livres sur la Chine. Il y a des aspects de Chino, justement. Le racisme... le film n'est pas raciste. Non, on s'en rejoint un peu les réflexions. La problématique du racisme est à l'intérieur du film. La réflexion intéressante qu'avait fait Simon
Danielou, ici, quand on a fait l'émission spéciale Peckinpah, pour parler des accusations de sexisme. Oui. À l'envers de Peckinpah, elle dit bah oui, c'est une question que Peckinpah pose dans ses films. Ces films, il y a des répliques sexistes ou des choses sexistes. C'est une question qui travaille Peckinpah. Bah là, c'est la même chose. Exactement. C'est une question qui est travaillée. C'est vrai que c'est vraiment très premier degré de voir le film comme raciste. Et d'ailleurs, que tu dis donc sur le personnage qui s'informe sur la Chine, c'est l'écho d'Oliver Stone et de Cimino qui sont immensément documentés et en empathie avec, enfin en tout cas pour Cimino, je sais pas trop pour Oliver Stone, en empathie avec la culture chinoise, avec un énorme amour pour la poésie, la littérature, la civilisation, l'histoire chinoise, à tel point qu'il raconte avoir été défendu sur ce film par quelqu'un qui d'habitude le défonçait, une journaliste de Hollywood qui était mariée à un Chinois et qui a dit j'ai jamais vu rien d'aussi vrai, notamment montrer l'exploitation des Chinois par les Chinois. Voilà, qui est l'opposé finalement d'un cliché raciste, puisqu'il montre les deux côtés de... Tout à fait, les deux côtés de d'ailleurs, les deux faces de la pièce. Il avait un de ses projets fantômes aussi, je crois que c'était de s'intéresser à l'arrivée du train et notamment comment la main d'œuvre en fait était chinoise du coup pour la construction des chemins de fer. Il voulait faire son cheval de fer, quoi. Exactement. Question d'ailleurs qu'on peut voir dans un film récent hollywoodien, pas un chef-d'œuvre, mais dans Lone Ranger. Il y a cette question. Ouais, dans 3 heures 10 pour Yuma aussi, il me semble. Exact. Dans les westerns, des fois, c'est évoqué quand même. Oui, c'est ça. C'est quelque chose d'important dans l'histoire de l'Ouest. L'année du dragon, ce qui est absolument fascinant, en fait, c'est le degré, si on veut, de captation, même documentaire, dans les lieux. C'est-à-dire que c'est ce que Mathieu, je vais évoquer ça tout à l'heure, le degré de reconstitution. Parce que là, c'est par exemple, les clubs. Je trouve qu'il y a des c'est que le studio, et pourtant, souvent, on dirait des prises documentaires ou des images qui sont prises sur le vif. Toute la rue, par exemple, de Chinatown, c'est un studio. Alors que pourtant, ça ressemble pas du tout. Ça a vraiment une qualité, un grain et un visuel qui fait pas du tout film hollywoodien classique, en tout cas polar. Et c'est ce qui fait que le film n'a pas l'air du tout ringard ou vieux et qu'il est vraiment frappant visuellement. C'est comme tu dis, cette ambiance et la façon dont c'est filmé en plus dedans, parce que le dispositif entre les plans séquences, les multicaméras et là, surtout la chorégraphie, c'est encore quelque chose de très important à noter dans la mise en scène de Cimino, c'est la chorégraphie. Il peut mettre, on peut reparler de la Porte du Paradis avec la scène de danse au début à l'université qui a mis des mois à chorégraphier avec les meilleurs danseurs d'Angleterre. Là, c'est pareil, la moindre séquence de club est chorégraphiée jusqu'au pélos, comme dirait Thibaut, qui va boire son saké au fond du plan, et avec son envers, les ateliers clandestins, les chambres glauques et les caves humides. Et tu parles de chorégraphie aussi, ce que je trouve très impressionnant chez Cimino, qui filme tous ses films en scope lui-même, comme il le dit, parce que c'est juste le plus beau format possible pour le cinéma, et que le 1,85 c'est à chier. Et ce qui est vraiment impressionnant chez lui, c'est que chaque coin du cadre est exploité. Il y a toujours du monde ou bien du mouvement dans tous les coins de l'écran, peu importe le paysage qu'il filme. C'est vraiment le scope, c'est indissociable qui foisonne de Cimino, et c'est comme ça qu'il a séduit, si on peut dire, Clint Eastwood, parce que c'est vrai que il le dit, son plan de carrière, il n'avait pas de plan de carrière et c'était un débutant. En fait, il est arrivé quand même au cinéma sur le tard en écrivant. Il dit si je veux réaliser, il faut que j'aille voir le plus gros bonnet d'Hollywood et que je le convainque. C'était Clint, et Clint lui a laissé 3 jours. Il a décidé au bout de 3 jours sur le Canardeur, je suis pas satisfait, tu dégages, et voilà. Et il a accepté le pari. Et quand Clint a vu ce qu'il faisait du scope, après c'était notamment dans les paysages grandioses du Nord-Ouest, il l'a tout de suite validé. Parce que on l'évoquait tout à l'heure par rapport à la mise en scène et puis par rapport au storyboard et tout ça, c'est que mine de rien, c'est quelqu'un qui a un art de la composition vraiment cinématographique, quoi, et un peu hors pair, c'est-à-dire que chacun de ses plans est signifiant, mais jamais sursignifiant. Non, chacun de ses plans et chacun de ses mouvements, parce qu'il sait en fait que un mouvement de caméra, c'est l'histoire en fait qui avance. C'est pas l'histoire, c'est pas le scénario, la dièse, c'est l'histoire avec un grand H. Si on regarde tous ces films, même les plus pourraves, on aura peut-être le temps de parler de Desperate Housewives, même dans ces films-là, il y a des plans, il y a ce plan séquence où dans The Sun Chaser aussi, avec la scène de l'hôpital par exemple que j'ai revu hier, c'est pas des personnages qui avancent, c'est un mythe ou une déconstruction de mythe qui avance et qui va finalement se défaire, parce que finalement Cimino ne parle que de ça, il aime l'Amérique, enfin comme disait Mathieu il y a longtemps, il disait
il disait que Clint Eastwood, s'il filmait un micro-ondes, il parlerait de l'Amérique. Michael Cimino, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il est adorateur aussi de John Ford. Parce qu'en fait, on voit du John Ford. Partout. On voit du John Ford dans Desperate Hours, on voit du John Ford à Sun Chaser. Et il part de ses personnages, c'est quelqu'un qui est toujours lié à l'écriture à ses personnages, mais à un moment, ça a explosé. Et chaque mouvement de caméra, quand on disait que c'est signifiant, c'est le destin de l'Amérique qui avance. Signifiant, et aussi par une manière de trouver donc un décor, une situation, etc. Et que du coup, ce qu'on a à l'écran, dans le champ, vraiment, signifie donc quelque chose, généralement de plus, mais toujours lié à la caractérisation des personnages, et toujours ce plus aussi, et je pense à des scènes un peu, c'est des scènes triviales, mais par exemple, les scènes avec les deux bonnes sœurs qui écoutent, dans l'année du dragon, sont des scènes vraies. Hein. Voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est en plus l'hygiène de vie, c'est-à-dire que les deux bonnes sœurs, elles mangent des graines. Elles mangent des graines, alors que l'autre, ils ont des énormes sandwichs. L'aspect le réalisme plutôt que le réalisme de son décor qui fait quand même énormément, et il est aussi dans ses personnages, je veux dire, c'est les dialogues qui sont, enfin c'est un ensemble de choses qui font qu'il y a une adhésion vraiment totale et inconsciente du spectateur, et notamment le fait de partir de ces personnages et donc d'avoir des dialogues qui sont tout le temps parfaits, enfin à aucun moment dans un film de Cimino, en tout cas dans ses grands films, mais pas dans le Sicilien peut-être. Peut-être pas non plus forcément dans La Maison des Otages tout le temps, mais dans ces trois films qui sont ses chefs-d'œuvre, et puis dans Le Canardeur aussi, à aucun moment on a l'impression qu'il y a un passage qui est un petit peu bidon. C'est quelque chose qui est en dehors de l'univers de Cimino. Et du coup, j'ai oublié ce que du coup, il aime, quand il parlait de cœur, en fait, quand il parlait de Kurosawa, de Visconti ou de John Ford, il est dans la même logique. C'est que il aime par rapport au casting. Jamais il va les juger, il va essayer de les comprendre. Mais par exemple, quand on parle de The Sun Chaser avec le personnage de Woody Harrelson, qui est une espèce de youpi dégueulasse, made in années 80, qui doit avoir le nez, ça doit être le Mont Blanc. Même ce personnage-là, qui est complètement détestable dans l'absolu, qui est à l'antithèse de Michael Cimino, quand on le voit sans spoiler, mais le plan de fin, donc les séquences de Monument de Vallée qui sont absolument splendides, et quand on voit dévaler en train de se casser la gueule, en train de gueuler, au début il l'a pas jugé parce qu'il dit t'inquiète pas mec, tu vas venir avec moi et je vais te montrer ce que c'est l'Amérique, je vais te venir et tu vas voir un peu ce que c'est ta destinée, de personnage, et au sein de l'Amérique et du mythe américain. Et en fait c'est en ça où... Mais dans Year of the Dragon, c'est la même chose, parce qu'à priori, le personnage de Mickey Rourke, c'est quand même un gros fils de pute, qui est raciste, qui est misogyne, et qui, à la fin, ne change pas totalement, mais qui, en fait, tombe amoureux d'une Chinoise. Et je trouve qu'il y a, dans le film, une des plus belles déclarations d'amour du cinéma. Il dit « Je vous ai haï au Vietnam, je vous ai haï en Chine, dans la rue, vous êtes des connards, des fils de pute, mais pourquoi est-ce que je t'aime ?» Et toute la question du cinéma de Michael Cimino est là-dedans. Et c'était la réplique finale, on va dire, prévue pour l'année Dragon, et qui a été coupée par les producteurs, où il disait à la fin, on aime tellement son... Il dit, j'imagine que si on combat dans une guerre suffisamment longtemps, on finit par épouser son ennemi. Voilà, c'est ça. En plus, Oliver Stone avait été au Vietnam et épousé une Vietnamienne, donc je pense qu'il avait quand même participé à l'écriture de cette phrase. Et puis c'était quand même ce qui résumait l'année du dragon, et ça a été censuré. Ça a été coupé. C'est pas ce qu'on a dans le film. Non, dans le film, on voit, en plus, parce que et on le voit, face caméra, et du coup, il n'y a pas de synchro. Il dit tout va bien. Genre j'essaye d'être un mec bien, mais je sais pas si je vais y arriver, enfin un truc un peu qui normalement il veut dire à un autre moment du film, à un moment plus anecdotique. C'est ça, c'est ce que tu me dis dans le bonus. Mais sur ce personnage de Stanley White aussi, et l'âge du personnage. Ouais, c'est marrant parce qu'à priori, Mickey Rourke, c'est quand même un miscast total, parce qu'il est supposé jouer un mec qui aurait 45-50 ans. Alors, à l'époque, Mickey Rourke en avait 30-35. Et du coup, le seul truc qu'il fait de Cimino, c'est de lui mettre des cheveux blancs. Ce qui, à priori, est complètement con. Mais il dirige. Finalement, ça fait un effet, mais ça fait style à un moment. Il le dirige tellement bien, et il a une Mickey Rourke dedans est tellement magnifique. Non, puis ça donne l'effet d'un quelqu'un qui a vieilli prématurément. Voilà, c'est ça. Et ce qui, du coup, en fait, colle au personnage de manière assez étrange, à l'inverse de la femme, par exemple, où l'actrice c'est bien, où elle est supposée avoir dit qu'elle a 35 ans, on dirait qu'elle en a 15 de plus. Oui, ça c'est un peu étonnant. Elle aussi, elle aurait un peu prématurément vieilli. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'effectivement, donc Cimino insiste souvent sur le fait que ces histoires partent des personnages et pas de thèmes, tu vois, comme on pourrait dire, genre, il voudrait parler de l'Amérique profonde ou du destin couple, américain, du couple, ou ça. Non, il dit tout le temps que si ces personnages sont suffisamment complexes, après, au fur et à mesure des situations, ils vont se révéler beaucoup de choses. Et du coup, c'est là qu'intervient l'importance du casting chez Cimino, parce que la qualité du coup de son écriture repose entièrement sur la qualité de son casting et ensuite de l'acteur. Et l'importance du coup pour lui du tournage.
qui est quand même le moment clé. Enfin, je veux dire que c'est ça, c'est pas quelqu'un qui va forcément rattraper derrière. Qui se réfugie entre l'étape du scénario et du montage. En moitié déjà, ça, il insiste bien là-dessus aussi, dire que le moment du tournage, c'est pas son moment préféré, mais qu'il aime autant l'écriture, le montage, que le tournage, à l'inverse de... Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais c'est des choses, quand on voit en salle La Porte du Paradis, quand on voit par exemple l'arrivée... après la première partie, l'arrivée dans la ville du perso de Kris Kristofferson, c'est quelque chose, quand on voit au cinéma, on se dit c'est pas possible, c'est vraiment une fenêtre sur le passé. Il y a cette impression, comme peu de cinéastes arrivent à le faire, peut-être Ford, peut-être Visconti, mais et je pense que peut-être après on pourrait revenir, mais justement sur ces aucun moyen n'est trop grand en fait pour quand il a décidé de montrer quelque chose. On pourrait y revenir après, mais c'est pas un fétichisme d'un passé qui serait mort, c'est-à-dire que c'est quand même vivant, c'est-à-dire que c'est pas une reconstitution au sens. Il fait pas de la muséographie, enfin. Non, c'est ça. C'est pas morbide. Non, justement, on lui a suffisamment reproché l'échec du film, et aussi on analyse souvent ça comme étant lié au fait qu'il ait montré un Ouest pas conforme justement à ce que les gens avaient envie d'en retenir. Et la légende et la réalité, comme dirait John Ford, lui il a fait l'inverse en fait. Thomas, tu voulais dire? Non, justement, après on pourrait y revenir, parce que là on parlait de toutes les multiples qualités que trouve chez Cimino. Bizarrement, il y a quand même deux films qu'il avait enchaînés qui sont ses plus mauvais. Il y a Desperate Towers en 90, et 3 ans avant, il y a Le Sicilien avec Christophe Lambert. Moi, je dirais vraiment plutôt Le Sicilien. Je suis le Sicilien, c'est quand même pas si dur sur Desperate Towers et puis Sunchaser. C'est quand même il est plus faible que les autres, c'est clair. C'est quand même très très mineur. Desperate Towers, le dernier rattrape largement le coche, c'est plus Sunchaser au final qui est vraiment super, qui est vraiment un excellent film et qui a moins les faveurs peut-être. Alors que Le Sicilien, c'est peut-être le plus sous-estimé. Il est plus sous-estimé, parce que toutes les qualités qu'on trouve dans le film de Cimino, dans Le Sicilien, ça passe complètement à l'as. Le casting est complètement craqué, c'est écrit n'importe comment, il n'y a aucune ambition mythologique, il n'y a aucun personnage intéressant, il y a vraiment très peu d'émotions qui naissent. Pour le coup, là, c'est sursignifiant. Voilà. Là, dans l'écriture. C'est sursignifiant et ça fait peut-être un peu de tirer par les cheveux, mais c'est le seul film où il ne parle pas de l'Amérique et où il se craque complètement dans quasiment tout ce qu'il tente. Et là, pareil, c'est en plus Mario Puzo, il y a quand même le parrain aussi derrière, il y a la Sicile, etc. Des décors, en termes de décors, etc., on peut rien dire. C'est un film extraordinaire, comme c'est vrai que sur l'écriture pure, c'était vraiment l'avancée du récit, les dialogues, les personnages, c'est de la merde. La direction d'acteur. Il y a peut-être une idée dans Le Sicilien quand même qui est assez passionnante. Christophe Lambert. Terence Stamp dans C'est que sa bibliothèque en fait, qui est pour le coup un personnage vraiment viscontien. Mais ça dure une scène. Les 5 premières minutes du film en fait sont magnifique, vraiment magnifique. Et là, pour le coup, la piste Visconti, elle est là. Et c'est vrai que quand on a vu La Porte du Paradis, il y a toujours c'est un peu facile, mais il y a quand même forcément la réflexion que peut avoir Visconti sur la décadence, sur le temps, sur quelque chose aussi de très proustien. C'est vrai que La Porte du Paradis, quand même, la fin de La Porte du Paradis, c'est quand même, ça se pose là. Et il y a un peu de ça. C'est un choix vraiment là pour le coup dans La Porte du Paradis. La fin, elle est intéressante parce que c'est quand même tiré d'une histoire vraie, donc. La guerre du comté de Johnson où une armée de tueurs à gages à la solde propriétaire, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, assassine des petits agriculteurs immigrés, et le personnage qui est interprété par Kris Kristofferson, donc c'est un personnage qui a existé et qui a été tué, pendu, et là il décide de faire une sorte de conclusion où on le voit retourner à son milieu, c'est-à-dire la haute bourgeoisie, la haute bourgeoisie plutôt, l'aristocratie américaine, sur un bateau de façon très très désabusée avec quelque chose. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on peut le croire quand il dit ne pas avoir voulu faire un film, ne pas être un marxiste de gauche comme il dit, parce qu'en fait le personnage de Avril, donc qui est joué par Kris Kristofferson, correspond peut-être plus finalement justement à Kris Kristofferson, qui était plus un aventurier assez sensible aux idées de gauche, alors que c'est plus peut-être le personnage de John Hurt qui lui, dès le début du film, dit de toute façon tout restera toujours comme avant, ce qui lui fait pas plaisir puisqu'il se réfugie dans l'alcool. Absolument. Mais est très conscient en fait de la perversité des rapports sociaux, et c'est peut-être plus le personnage qui correspond finalement à Cimino. C'est pareil, c'est des fins et des structures de films dans l'histoire du cinéma américain qui sont extrêmement puissantes et extrêmement, comment on peut dire ça, il y a quelque chose d'assez hypnotique et qui rejoint parfois des idées en littérature, mais je pense à la fin d'Il était une fois en Amérique, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que c'est des fins comme ça, la fumerie d'opium pour le personnage, et ici dans La Porte du Paradis, c'est des films... Moi j'ai juste avant le motif
du cercle, qui, d'après lui-même, est hérité du mysticisme indien. Et qui nous pose peut-être problème chez les frères Cohen, où on ne voit pas où ils veulent en venir, alors que là c'est limpide en fait. Tout à fait. C'est vrai que quand on regarde même Voyage au bout de l'enfer, avec la séquence finale, une des plus belles séquences. Et puis quand même, quelle structure le Voyage au bout de l'enfer. C'est 3 parties quand même. Enfin, c'est 3 parties, le choc entre les parties. C'est 3 parties qui pourraient faire un film chacun. Et qui, du coup, c'est pareil, c'est en termes de chorégraphie, la célèbre séquence du mariage. Et du coup, tous les réalisateurs depuis courent après ça dès qu'ils filment une cérémonie, n'importe quelle fête. Tous les réalisateurs américains et européens essayent de s'approcher du plus près possible de ce que Cimino a fait dans ses séquences d'ensemble, comme ça, dans ses séquences de fête. Mais bien sûr, personne n'y arrive. C'est peut-être le moment, Thomas, de passer... Justement, puisqu'on parle de Voyage au bout de l'enfer, on écoute le thème du film composé par John Williams. Pas le connu, mais l'autre. Vous êtes sur Radio Campus Rennes, Nathan Godard est en pleurs là, en ce moment, après avoir écouté le thème de Voyage au bout de l'enfer. Pourquoi Surtout que... Et donc, on parle toujours de Michael Cimino dans cette émission spéciale. Donc, on a parlé de l'année du dragon, on a parlé un peu de tous ces films. Peut-être quelques mots sur La Maison des otages, qui vient de sortir du coup. Film qui a été archi saccagé par les producteurs. Remake d'un film de William Wyler avec Bogart. Ouais. Donc voilà, œuvre de commande aussi, parce que en fait, Michael Cimino, à chaque fois qu'il fait un film bien, il se pèse la gueule. Ouais, donc, mis à part Voyage au bout de l'enfer, qui avait cartonné, comme le rappelait Thomas en intro, mais bon, La Porte du Paradis, c'était un four. L'année Dragon, ça a été un four. Le Cécilien, ça a été un four. Donc, du coup, on l'a rappelé, il était un peu au creux vraiment au fin fond du tronc. On l'a rappelé donc pour faire ce remake. C'était un four. Qui a été un four. Donc il rappelle son pote Mickey Rourke, mais qui lui a bien pété les noix. Qui lui a bien pété le tournage parce qu'a priori Mickey Rourke qui n'est pas le point fort du film. Qui était exécrable en fait sur le tournage. Mais néanmoins, en fait, c'est ce que rappelle Jean-Baptiste Toré sur le bonus en fait d'édition qu'a sorti Carlotta, c'est qu'en fait a priori Cimino a accepté le projet que pour une seule scène. Wow. Que pour une seule scène, Stéphane Kiza. Donc voilà, au départ c'est un huis clos, donc on sait que Michael Cimino arrive à filmer l'urbanité, donc il y a quelques plans qui sont très très beaux sur la banlieue américaine, mais néanmoins ce qui l'intéresse c'est l'Ouest, c'est ces personnages en fait qui dégagent en fait de cette espèce de cloisonnement et qui n'arrivent pas finalement à devenir eux-mêmes. Donc en fait la Desperate Hours, on a le droit à Anthony Hopkins qui cabotine comme d'habitude, on a envie de dire. Sur des séquences, d'intimes proches de l'humiliation qui sont plutôt intéressantes quand on parle, si on a envie un peu de parler sur la mythologie de la famille américaine. Mais néanmoins, et on sera tous d'accord, c'est la scène de David Morse, on va pas dire quoi que ce soit d'autre, qui est la plus belle parce que voilà, on est en... Les scènes d'extérieur en général, mais celle-là, oui, c'est la scène mythique. Et puis même les scènes sur les flics sont assez... D'ailleurs, je sais plus qui joue la femme... un commissaire, je trouve que c'est finalement ce qu'il y a de plus intéressant, avec aussi son adjoint qui est un des acteurs principaux de la série merdique Breaking Bad. Attention à ce que tu dis. C'est sur les scènes qui sont à l'extérieur de la maison finalement que c'est parce plus que intéressant. Autant avec on va dire le mano à mano Anthony Hopkins, Mickey Rourke, ça frôle parfois le ridicule. Frôle un peu le ridicule, parce que mais Mickey Rourke n'y va pas avec le frein à main. Ouais, voilà, il s'en fout un peu. Il aime bien se mettre en Marcel et marmonner. Mais néanmoins, il y a quelques très beaux travelling. Et faire le mec dangereux. Il y a quelques très beaux plans. C'est un biopic en fait. Thomas n'est pas effrayant. Il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Il y a quelques très beaux plans qui sont assez iconiques, notamment sur l'arrivée de Mickey Rourke dans la baraque. Mais on voit très bien que... Bon, en fait, il fait le boulot par rapport à la mobilité de sa caméra, mais on voit très bien qu'il s'emballe un peu les couilles. Donc, si quelqu'un connaît pas Cimino, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il fait une mobilité de caméra à l'intérieur du huis clos, et que la scène de David Morse, par exemple, on est sur un découpage très sec, sur du plan fixe,
ou très peu de mouvement. Ouais, sur de l'économie. Sur une économie de moyens, voilà. Mais en fait, sur le jeu aussi. Ce que voulait faire Cimino, à la base, c'était toutes les scènes extérieures assez fixes, très peu découpées, et toutes les scènes dans la maison ne faire que des grands plans séquences. Ce qui est intéressant, ce qui est une belle démarche en soi. Et Mickey Rourke lui a dit non, c'est à chier parce qu'un plan séquence, on ne verra pas assez, il faut plus de plans sur moi. Après, c'est la démarche, bien. Ça se voit un peu dans le film. Le problème, c'est que en termes de narration pure, il y a des scènes qui ont été charcutées, voire même complètement virées. Donc du coup, en fait, les personnages, il y a les trajectoires des flics, par exemple, est assez décousue. Donc en fait, le film est plus passionnant par rapport... La petite amie de... Et surtout la petite amie de Mickey Rourke. En fait, le film est plus passionnant par rapport à ce qu'il aurait pu être que par rapport à ce qu'il est. Néanmoins, voilà, par la maestria, par la beauté de l'Utah dans la scène d'introduction, par la scène de David Morse, tu as l'impression que c'est tourné à Yosemite, mais je suis pas sûr. Mais, on dirait un parc naturel. Ouais. Après, ça reste quand même très très intéressant et parce que Mickey Rourke cabotine comme un c'est pareil, on parlait du degré de travail. Cimino dessus, en fait, pour la maison des otages, il a pris des cours au FBI et s'est renseigné sur le syndrome de Stockholm. Oui, et puis faut rappeler que genre sur la porte du paradis, quand les gens tournaient pas, c'était dans une sorte de camp d'été où ils apprenaient la danse, le patin à roulette, le tir à l'arme à feu, le combat de coq, une expérience globale, quoi. C'est encore mieux qu'une colonie de vacances, quoi. Bah oui, quand même. Mais par rapport à ce qu'on disait, pour à la fois ne pas terminer, mais conseiller quand même, si vous ne connaissez pas The Sun Chaser, vraiment, on a assez peu parlé, mais c'est vraiment celui qui est sous-estimé. Assez peu vu. Peu vu, qui s'était fait massacrer par la critique à l'époque, alors qu'on est sur une deuxième partie de film. Et en plus, l'acteur, comment il s'appelle, John Cena, qui n'a pas fait... Pas le catcheur. Il a eu un beau rôle dans Trémé. Oui. Mais on l'a pas vu beaucoup. Dernièrement chez Walter Hill avec Stallone. Et encore, d'ailleurs, il est encore beaucoup plus vieux que. Enfin là, c'est l'inverse de l'année du dragon avec Mickey Rourke qui joue un mec de 50 ans à 30 ans. Là, il joue un mec de 16 ans à 25 ans. Alors qu'avec une très belle deuxième moitié de film pastorale, c'est vraiment une pure pastorale américaine. Et encore une fois, des séquences de bar de biker aussi. Ouais, mais ça pue la mythologie, c'est un bonheur. Un respect de la tradition indienne, comme j'ai rarement vu dans le cinéma. Messieurs, je pense qu'on a à peu près dit 10% de ce qu'on voulait dire sur Michael Cimino, donc on peut faire un feuilleton de Michael Cimino pendant. On pourrait consacrer notre émission à Michael Cimino. On appellerait ça En attendant Cimino. De l'exégèse. Que de Cimino. Ce serait bien ça tout le temps. Ce serait pas mal. Les coups de cœur, bien cette semaine, Thomas. Moi, rapidement, c'est Le Diable par la queue, comédie de Philippe de Broca, absolument formidable, avec un Jean-Pierre Mariel, comme je crois, il ne m'a jamais autant fait rire. Mathieu. The Molly Maguires, en français Traître sur commande, le film de Martin Ritt avec Sean Connery, qui est pas excellent, mais qui est une belle illustration de la période, en fait. C'est plus pour ça que je le recommande, et du coup je recommande le livre Dynamite, un siècle de violence de classe en Amérique. Ok. Thibaut. Moi, c'est la place du cinéma dans Arène. Donc, mais en coup de gueule. En coup de cœur ironique. Ok. un coup de cœur ironique, c'est pas mal. Et moi, donc, si vous ne l'avez pas vu encore, on en parlera peut-être, ou peut-être pas la semaine prochaine, nous verrons ça. Midnight Special, le nouveau film de Jeff Nichols, qui est absolument à voir. Et j'ai revu aussi en Blu-ray The Big Hit, règlement de compte de Fritz Lang. C'est absolument indispensable. Avec le Big Hit avec Marky Mark. Excellent film. Excellent film. Mieux que le Fritz Lang. Merci à Gal pour la réalisation de cette émission. On vous laisse avec les vêpres du rock. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Salut.